Donc, moi, en fait, je vais parler du rapport entre l'anomalie, ce que Canguilhem et Merleau-Ponty tirent de chez Goldstein, qu'ils appellent le milieu restreint, et finalement, en fait, et finalement, ce que on peut voir que le milieu restreint met en place, crée, finalement, à savoir une forme de subjectivité qui est séparée du monde. Donc, dans le fond, ce sera pas nécessairement très. Enfin, mais donc, comment est-ce que je vais faire ça, vite fait, puis après je rentre dedans, dans le vif du sujet. Premièrement, je vais essayer de montrer comment est-ce que Canguilhem et Merleau-Ponty peuvent être complémentaires dans la façon dont on peut penser un être au monde, selon la norme chez Canguilhem ou selon la la forme chez Merleau-Ponty, même si bon finalement je vais pas utiliser le terme de forme, mais on va plutôt celui de structure d'appréhension en fait du monde. Et donc finalement je vais essayer de montrer que le corps a un rôle extrêmement important dedans. Par là, je vais essayer de voir comment est-ce que comment est-ce que les dispositifs de réduction d'une anomalie vue comme puissance de déformation des cadres et puissance de création et d'improvisation par rapport à une situation donnée, donc comment est-ce que l'anomalie cherche à être réduite ou restreinte par les systèmes contemporains précisément pour la dompter ou la domestiquer, en contrôler le potentiel. Et finalement, dans une troisième partie qui sera plutôt une forme d'ouverture, je vais essayer de dire que finalement, même si l'anomalie est quelque chose qui tend à être éteint, il y a quand même une forme de survivance. Et c'est un petit peu la question que je te posais. Il y a un être au monde anormal et donc il n'y a pas de réification totale en fait. Donc voilà. Donc pour vite resituer ce que Canguilhem dit à propos de l'anomalie, on peut se rappeler du passage qui dans Normalel pathologique où il rappelle en fait l'étymologie. Et donc je cite, il dit en toute rigueur sémantique, anomalie désigne un fait et est un terme descriptif, ce qui est opposé à normal, qui est axiologique, donc qui est un terme qui recèle des valeurs ou qui est un jugement de valeur. Mais cette affirmation même est problématique chez Canguilhem, je pense, dans le sens où s'il semble bien que cette désignation descriptive de l'anomalie soit satisfaisante en deçà du niveau de complexité biologique, ça se gâte dès qu'on y arrive, et ce pour plusieurs raisons. Alors, cela premièrement parce que, donc je cite encore Canguilhem, la vie est polarité et par la même position inconsciente de valeur. Et ainsi, donc, toute caractéristique qui peut se prêter à une description objective ne peut pas être séparée de l'organisme vivant qui participe tout entier à la position de ces valeurs. Quelque part, l'anomalie décrite est aussi une anomalie dont on peut faire l'expérience subjective et qui pose des valeurs vitales, qui fait qu'on peut pas faire des choses ou qui fait qu'on recherche des choses particulières pour essayer de contrôler ou de juguler cette anomalie ou justement de vivre avec finalement. De plus, l'anomalie est pourvoyeuse de telles valeurs vitales, non seulement parce que c'est lorsqu'elle fait obstacle subjectif à l'exercice d'une fonction, donc c'est-à-dire lorsqu'elle se fait anormale, et là on voit le glissement de l'anomalie à l'anormalité, disons, c'est-à-dire lorsqu'elle se fait anormale pour l'individu quand elle l'empêche d'exercer une fonction, qu'elle est ensuite déclarée anomale. C'est-à-dire qu'il y a premièrement un vécu de la normalité, de l'anomalie en termes d'anormal, qui ensuite permet de dire que l'anomalie est anomale, problématique par rapport soit au thème de l'espèce, soit à une habitude passée, qu'elle ne permet plus de réaliser. Mais aussi parce qu'elle peut fournir un avantage normatif particulier en se trouvant dans un milieu auquel elle est adaptée. C'est le cas de donc la mouche aux ailes vestigiales qui, n'ayant plus vraiment d'ailes, parce que ça va être repris, cet exemple, il y a des chances, qui n'ayant plus vraiment d'ailes, en fait, ne peut plus voler, mais a un avantage comparatif dans un milieu qui est extrêmement aéré parce que les autres mouches se font emporter et puis elles n'ont plus aucun contrôle sur la situation. Donc,
Et Canguilhem d'affirmer que finalement le vivant et le milieu ne sont pas normaux pris séparément, mais c'est leur relation qui les rend tels l'un et l'autre. Donc le terme d'anomalie dans les domaines biologiques, psychologiques et sociaux ne peut donc raisonnablement se restreindre à la pure description d'occurrences orphelines dans un champ d'observation. Et ce terme ne peut pas faire l'impasse sur un vécu particulier qu'il est nécessaire de concevoir sous l'angle de la valeur et du sens. Ce qui laisserait penser, par ailleurs, qu'il y a une consubstantialité potentielle de la vie et de l'anomalie, tout le monde pouvant un jour être déclaré anormal à cause d'une inhabituelle gêne vécue à déployer ses fonctions vitales dans un milieu particulier, nouveau, qui nous rendrait un peu justement, enfin, qui nous rendrait moins capables. Donc, par ailleurs, Canguilhem dit que l'anomalie est une forme limite de l'idéal de la normativité, qui est l'adaptation possible et voulue à toutes les conditions imaginables. Or, cette adaptation idéale ne peut pas faire fi des exigences du corps propre. En effet, celui-ci, par sa configuration anatomo-fonctionnelle ou structurelle, va déjà disposer d'un jeu normal de comportement, et le corps sera donc le fond à partir duquel la normativité rayonnera, et déterminera l'étendue indéfinie des possibles manières qu'elle a de pouvoir s'exprimer. Un peu comme en poésie, des canons de prosodie vont déterminer la forme du poème, mais pas la composition du poème. Donc, démontrer cela finalement semble assez simple. Ce qui met en branle la normativité, ce sont justement ces valeurs vitales, propulsives ou répulsives, leur recherche ou leur fuite. Ces valeurs s'entendent, selon Canguilhem, comme l'indice de quelque chose qui permet ou empêche d'atteindre à la plénitude de l'exercice de telle ou telle fonction. Et ces fonctions appartiennent, sans doute, au corps, ce qui en fait finalement l'évaluateur du milieu. Et si tout jugement sur la valeur d'une chose est dit normatif, on peut comprendre que toute activité du corps relativement aux valeurs vitales qu'il se propose est une activité normative. L'anatomie est alors une norme pourvoyeuse de normes, pourvoyeuse de milieu finalement, ou d'élaboration et d'évaluation de milieu. Et cela ne peut signifier autre chose que le fait que le corps soit avant tout un ensemble de puissances et d'impuissances qu'il faut entretenir, la palette avec laquelle notre relation au monde est composée. Et cela aussi veut dire que toute norme est intrinsèquement dynamique, qu'elle est tout le temps en train un processus de récupération d'une instabilité. Gardant cela à l'esprit, il sera bon de faire un léger détour par Merleau-Ponty pour approfondir la relation entre le corps et le monde. Donc le corps, dit Merleau-Ponty, est un système de systèmes voué à l'exploration du monde. Et chaque sous-système est un sensorimoteur, contribue à la mise en relation, mais aussi et surtout à la constitution d'un milieu et d'un corps propre, qui se définissent comme les deux corrélats inséparables de l'existence incarnée. Dans ce mode d'être, le corps est autant un a posteriori, bon, on a tous un corps, on le sent tous, on est tous un peu engoncés et gênés par, mais aussi un a priori, en cela qu'on doit le considérer comme une condition de possibilité du monde dans sa structuration. Monde sur lequel il projette l'articulation spatiale de ses puissances et qu'il élabore ponctuellement en milieu manipulable, donc en champ de présence mobilisable dans l'action. Les choses et le corps y sont donc individués comme actants ou acteurs, si on veut, d'un projet existentiel, exprimant un sens qui traduit la situation incarnée de puissance perceptive et motrice. Si l'on ajoute à celle-ci, donc à ces puissances, les exigences fonctionnelles dont on parlait plus haut avec Canguilhem, on trouve un moyen de réconcilier donc Merleau-Ponty et Canguilhem. En somme, donc, pour un vivant, un milieu normal est d'une certaine manière l'approximation anamorphique. Donc une anamorphose, finalement, c'est cette espèce de forme qui est indiscernable au début, mais selon le bon point de vue, peut reprendre une allure complètement figurative. Donc l'approximation anamorphique de ces pratiques corporelles et de ces projets habituels. Ainsi, un milieu n'est pas quelque chose de statique, mais plutôt une cartographie d'arpentage dynamique et d'interaction possible, polarisée en fonction d'un sens ou de valeurs vitales dont l'empiètement corps-monde est le facteur et dont le corps est l'évaluateur. Et finalement, on peut dire que le sens chez Merleau-Ponty et la valeur chez Canguilhem peuvent finalement s'employer de manière assez indifférente, puisque c'est les catégories d'individuation et c'est aussi finalement ce qui donne une forme de finalisme ou de téléologie à l'action du corps dans le milieu. Alors, on retrouve donc chez Merleau-Ponty, comme chez Canguilhem, une certaine forme d'ontologie relationnelle.
donc entre le milieu et le corps. Et si bon, le terme d'ontologie peut paraître plus contestable chez Canguilhem, puisqu'il n'était pas tellement de ce côté-là, il était plutôt dans l'étude des phénomènes vitaux. Il me semble qu'on peut quand même l'inférer du concept de norme, qui est un concept vraiment important chez Canguilhem, qui est à la fois donc la norme, le produit de la rencontre d'un vivant et d'un milieu, et la marque de l'indépassable insaturation ou insignifiance de l'un et l'autre pris séparément. En dehors de la norme, littéralement, il n'y a pas de vie. Et le locus de cette union du corps et de l'organisme et du milieu, finalement, c'est bien le corps, en fait, compris comme point d'inclusion spatiale dans le milieu, et comme norme ou limitation primordiale à partir de laquelle peuvent se tisser les relations pratiques et s'exprimer un sens. C'est donc par le débat entre les exigences du corps et du milieu, et leurs incompatibilités ou leur compatibilité, qu'il y a anormalité ou normalité, puisque c'est par lui que l'investissement initial du monde et son élaboration en milieu se font et qu'une praxis orientée est inaugurée. Disant cela, nous cherchons en fait à renforcer le lien que nous avons supposé entre vie et anomalie en disant qu'ils étaient plus ou moins consubstantiels. Nous aimerions proposer que tout milieu s'oppose premièrement à l'individu, c'est une thèse, s'oppose premièrement à l'individu en le retournant à un état anomale, c'est-à-dire à un état d'infirmité dans lequel il est mis en demeure d'user de ses ressources créatrices pour se débrouiller avec son environnement, pour établir un débat sur le fond d'une sélection parmi les virtualités que le milieu offre, aussi étendues soit-il, et aussi étendues soient-elles, ces virtualités. La normativité pourrait donc être comprise comme la capacité d'improvisation que toute anomalie comporte, et comme la capacité de création de médiation inédite. Mais le corollaire de cela, et ce qui sera notre définition de l'anomalie finalement, c'est qu'une anomalie ne peut pas établir un débat, donc ne peut pas rentrer en relation avec un milieu, avec un cadre, sans recoder pour elle, selon ses propres termes, le milieu ou le cadre dans lequel elle arrive. Ce qui est, d'après Canguilhem, le mouvement même de la vie, décrit comme, je cite, l'activité d'information et d'assimilation de matière. C'est ce que la vie fait. Ce qui permet de donner une base au point de vue sémiotique, disant qu'il n'y a pas d'appropriation sans que le cadre approprié n'influe sur l'appropriant, et inversement. Sans que l'appropriant n'influe sur le cadre approprié. Ouais. Et selon la forme de l'anomalie et son potentiel normatif propre, la déformation du cadre peut s'avérer laisser place à une transformation. Et ce, non seulement par la voix basse des raisons de survie, mais aussi par la voix haute pour des raisons de préférence vitale, de préférence de valeur vitale, de sens. Bon. Donc là, j'en ai fini avec ma première partie, et je vais maintenant préciser comment est-ce que de là on peut trouver des moyens de domination assez efficaces. Bon là, je vais entrer dans une partie plus biopolitique en fait. Et comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de domination assez efficaces finalement de la vie. Donc, c'est précisément cette capacité d'appropriation vitale. C'est dans cette capacité que réside à la fois un problème et une condition de possibilité de la reproduction sociale des forces de travail. Alors certes, on a d'un côté, par exemple, chez des économistes comme Schumpeter, l'idée que le capitalisme procède par destruction créatrice. Et on pourrait se dire, chouette, finalement, le capitalisme, en fait, c'est un processus d'anomalisation perpétuelle. Or, le mouvement de déformation que le capitalisme, finalement, entretient, est inhérent. Enfin, lui est inhérent, c'est pas quelque chose qui va modifier vraiment son cadre et sa logique, c'est quelque chose qui reste orienté par sa logique propre. C'est juste des destructions de points particuliers dans le système qui vont finalement le rendre plus performant par les créations qui en sortiront. Et donc, ça laisse penser que, finalement, si le capitalisme, disons, admet des déformations internes, et pour lesquelles il est en quelque sorte programmé, il aura beaucoup plus de mal à recapter sans heurts des anomalies étant élaborées dans ses marges, au-delà du seuil fonctionnel de demande négative qu'il peut admettre, et que, à ce moment-là, il devra se modifier en conséquence pour les recapter. Il devra quelque part faire des concessions. Bon. Après, le statut même de ces concessions reste problématique et c'est matière à débat et c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué dans le fond. Donc il s'agit donc d'opérer la captation de l'anomalie avant tout point critique, avant justement de devoir faire une trop grosse concession et de s'oublier comme capitalisme, ce qui serait vraiment terrible.
Et l'anomalie naissante, finalement, le moment où une anomalie émerge, offre l'occasion au système de combler les lacunes de ces appareils idéologiques, en étalant finalement leur domination sur des sphères vitales et sociales qui réservent encore un potentiel subversif ou qui en font montre à un moment. Ou finalement en créant des appareils dont l'usage est justement de réguler ces anomalies-là. Je vais maintenant tenter de faire un tour d'horizon de ces modalités de contrôle et de réduction de l'anomalie, en commençant par indiquer quel est l'embrayage de ces modalités de contrôle. Donc, vite fait, on va revenir sur l'importance du corps dans la normativité et sur la manière dont il établit ses relations au milieu. Finalement, c'est ce qu'on disait, c'est au prisme d'une norme structurelle qu'il forme ses projets sur la trame du monde. Monde que Merleau-Ponty qualifie de réservoir inépuisable d'où les choses sont tirées. C'est poétique. Et donc du monde qu'il explore, qu'il individue, et dans lequel il forme des objets, donc le corps, finalement des objets directement manipulables. Cette norme structurelle, est-ce qu'on pourrait appeler une norme ergonomique ? Puisque le corps dispose toujours déjà, grâce à cette norme, ou à cette norme structurelle, d'un savoir pratique du lieu et de son entourage. Disons, il se projette dessus, et il a cette espèce de naturalité du savoir de comment utiliser, comment manier les choses. Et s'approprie comme corps particulier, comme corps personnel, par ses gestuelles familières. Ainsi, je cite Serge Tisseron, qui est un psychologue français, par nos manipulations du réel, nous ne modifions pas seulement la conscience que nous avons du monde, de nous-mêmes et de nos semblables. Nous modifions aussi les conditions d'organisation de notre monde émotionnel interne. Et l'outil ne change pas seulement la main et le cortex préfrontal, comme l'a montré Leroi-Gourhan. Il modifie aussi les conditions de gestion personnelle par chacun de ses sentiments, de ses émotions et de son rapport à eux. Il s'agit alors de gérer le potentiel, je reprends, anomale que le vivant déploie dans un nouveau milieu, en le suscitant, ce potentiel, d'une façon telle que les capacités créatrices qu'il implique, les médiations pratiques qu'il élabore, soient guidées de A à Z, et le plus totalement possible. Donc finalement, la thèse que je proposerai maintenant est que la gestion actuelle des populations revient en ce sens de guider finalement les possibilités anomales. La gestion actuelle des populations revient à implémenter de manière de plus en plus totalitaire, au sens par exemple de Marcuse, j'ai pas le temps de l'aborder ici, mais c'est pas bon. De manière de plus en plus totalitaire, on comprendra qui veut et comprendra ce qu'on veut. Des milieux restreints finalement. Cette configuration particulière des milieux, donc les milieux restreints, a été mise en lumière par Goldstein, puis reprise chez Merleau-Ponty et Canguilhem. Et donc je vous passe la citation de Canguilhem, enfin je vous lis la citation de Canguilhem, dans laquelle il rapporte un petit peu ce que c'est un milieu restreint. Donc ce que Goldstein a remarqué chez ces malades, c'est l'introduction de nouvelles normes de vie par réduction de leur activité en rapport avec un milieu nouveau mais rétréci. Le rétrécissement du milieu répond à leur impuissance à répondre aux exigences du milieu normal, c'est-à-dire antérieur, celui d'avant la maladie finalement. En milieu non sévèrement abrité, ces malades ne connaîtraient que des réactions catastrophiques. Or, pour autant que le malade ne succombe pas à la maladie, son souci est d'échapper à l'angoisse des réactions catastrophiques. D'où la manie, et là j'insiste là-dessus, de l'ordre, de la méticulosité, leur goût positif de la monotonie, leur attachement à une situation qu'ils savent pouvoir dominer. Le malade est donc malade pour ne pouvoir admettre qu'une norme. Pour reprendre une expression qui nous a déjà beaucoup servi, dit Canguilhem, le malade n'est pas anormal par absence de normes, mais par incapacité à être normatif. Donc par incapacité à user de sa capacité d'improvisation dans des postures, dans des situations où il est anormal et où il doit bien faire avec ce qu'il a sous la main. Si donc, je continue mon texte, si donc chez Goldstein ce sont les malades eux-mêmes qui s'aménagent un milieu restreint, sous le coup d'une situation pathologique, la conjuration matérielle de cette situation passe par un usage particulier de ceux qu'ils ont à disposition. Et relativement à cela, j'aimerais au fond défendre l'idée que le processus contemporain d'implémentation de ces milieux restreints est double mais circulaire. Il s'agit à la fois d'installer et d'instiller une situation pathologique dans un milieu spécifique, tout en fournissant et un déficit adaptatif par rapport aux exigences réelles ou fantasmées des autres milieux. Donc c'est quelque part jouer un milieu contre les autres. Tout en fournissant tous les éléments adéquats à la forclusion de cette situation pathologique
hors du milieu d'où elle émane, hors du milieu finalement qui est lui-même pathogène, pour en faire le seul milieu habitable, le seul milieu dans lequel il n'y ait pas de réaction catastrophique. Dans cet ordre d'idées, et là on va passer aux modalités de réduction d'anomalies, j'identifie 3 modalités idéales typiques à l'importance particulièrement frappante. Bon, j'insiste juste sur le fait que ce soit des idéotypes, en fait, des idéal types, selon la façon dont et c'est absolument en rien juste des trucs réels, mais c'est vraiment des espèces d'outils de conceptualisation. Donc, l'urbanisme comme gestion de l'espace, l'aménagement comme élaboration des cadres de vie dans un espace donné, et les objets techniques comme instruments d'ergonomisation des rapports corps-monde. Ces modalités font référence à des dispositifs de subjectivation qui emportent avec eux qui emportent avec eux ces différentes conséquences que sont un aplatissement rationalisé de l'horizon de comportement, une agonistique intérieure-extérieure que je nommerai agonistique du foyer, et on verra pourquoi dans quelques instants, une infinitisation angoissante de l'extérieur par réduction du milieu de vie au foyer, une appropriation fétichiste du monde qui ne se donne presque plus qu'au prisme des objets, et finalement une confiscation du sens de chaque geste pour le recapter dans une syntaxe économique. Pour ce qui est de l'urbanisme, il semble quand même assez clair que de plus en plus le tissu social des villes est distendu, détruit et compartimenté. Alors ça apparaît peut-être plus dans les villes nord-américaines parce que de fait c'est comme ça qu'elles ont été construites, mais bon. C'est que ce que les plans d'urbanisme actuels traduisent finalement, c'est une volonté de rationaliser la topologie d'une journée productive, en mettant en réseau des lieux qui doivent être fonctionnellement désambiguïsés, univoques, pour limiter tout investissement déviant, c'est-à-dire toute finalement capacité de prendre un lieu pour ce qu'il ne serait pas dans la logique du lieu. Il vise donc à la bonne communication entre les instances foyer, lieu de travail, approvisionnement et détente, donc vacances, etc. Ces 3 dernières instances, donc lieu de travail, lieu d'approvisionnement et de détente, s'organisent d'ailleurs toutes autour de citations de la première, donc du foyer, qui les rendent familières, qui les rendent tolérables par un certain point. Et le plus souvent, donc, ces citations prennent la forme de reproduction d'ambiance ou de fragments idéaux du foyer. Donc tous ces îlots sont reliés par des voies pensées principalement à partir de l'automobile. Et cette rationalisation de l'espace s'accompagne de la destitution de toute forme possible d'interférence entre ces différentes étapes, dans un but de performance contrôlée, j'en passe et des meilleurs. Bon. Pour ce qui est maintenant de la gestion de l'espace proprement dite, arrêtons-nous sur un exemple, le pavillon. Bon voilà, j'aurais pu prendre des HLM, j'aurais pu prendre des barres de pain. Le pavillon a été un élément très important finalement de la pacification des revendications prolétaires, et ce dès la première moitié du 19e. Habitation individuelle placée dans un maillage d'habitation individuelle promettant sécurité, relative uniformité sociale du voisinage, connivence de propriétaires, entre parenthèses endettés, et peu de dérangements ou d'imprévus, donc soit un cadre de vie animé d'un rythme régulier pour les happy few, dont la plupart s'est par ailleurs endetté dans le processus de son acquisition. Je précise encore une fois que ce sont des idéotypes, que je ne fais en aucun cas quelque chose de l'ordre d'une sociologie réelle de ces choses, mais que je utilise plus comme concept opératoire. Donc s'il y a des grossièretés ou des naïvetés, c'est normal. Le pavillon est l'idéal du foyer et il permet et conforte un repli sur soi et l'encourage par sa relative déliaison spatiale avec le reste de la vie sociale. On pense tous au lotissement par exemple. Et le plus souvent, dans les lotissements, on s'ignore courtoisement, et les modalités de rencontre ou d'échange sont prises dans une ritualité qui en soi en assure le contrôle. L'extérieur n'est invité qu'électivement et de façon contrôlée à l'intérieur et par l'intérieur. Il permet cette prise unilatérale sur le monde, mais qui est toujours déjà en même temps contestée ou obscurcie par l'ambiance paranoïaque que distillent les médias et par aussi la logique même du lieu. Et que renforce l'hermétisme donc du lieu clos qu'on aimerait bien savoir couper du monde finalement, mais dont on ne peut que constater à quel point il y est inclus. Et c'est généralement sur cette idée proprement insupportable de la non-séparation d'avec le monde des lieux de vie que les gated communities se bâtissent, qui en s'entourant de murs et de gardiens, pas nécessairement extrêmement efficaces dans les faits, sont en fait les manifestations hyperboliques de cette agonistique du foyer, qui s'accuse d'ailleurs de plus en plus
à l'heure où les individus et organisations de tous bords nourrissent le fantasme d'un monde sans frontières. Finalement, moyen de frontières, plus on cherche à en mettre pour essayer d'obtenir une espèce de survie psychologique et de stabilité. Bon. Et donc, plus on se replie, plus la sémiotique et l'ergonomie des lieux propres sont incorporées. Rapidement encore, non, ça je vais passer là-dessus, c'est pas intéressant. Venons-en à l'aménagement, bon, dans lequel je distingue le voisinage, donc l'espace familier en dehors du foyer, et l'ambiance, qui consiste, elle, en l'organisation du cadre de vie à l'intérieur du foyer proprement dit. Dans le voisinage, on a par exemple le fait que la publicité sature l'espace de scansion, valorisant les mérites d'une forme de vie dont l'individuation se fait en série, ayant pour désir le même objet type singulier qu'un grand nombre d'autres personnes. Bon, j'ai quelques exemples, par exemple une publicité Hugo Boss qui faisait la réclame du parfum unique, notez la espèce de contradiction performative, du parfum unique de milliers d'hommes. Bref. Mais la rhétorique finalement la plus souvent mobilisée dans la publicité reste celle du propre, le mien, mon truc quoi, dont le mode opératoire finalement est l'interpellation. Fait à votre style, à votre mesure, ça vous représentera vous. Et il ne s'agit pourtant pas d'une assimilation de la chose à son style personnel, à soi, comme si on l'y ajoutait. Finalement, ce que cette rhétorique entend, c'est bien nous faire adopter un style particulier en nous faisant adopter les objets de ce style. Quelque part, donc, à nous personnaliser sur le fond de cette mosaïque d'objets qui, en eux-mêmes, puisqu'ils sont ceux qui, aménagent le milieu restreint, puisqu'ils comportent en eux-mêmes cette forclusion du reste des milieux, puisqu'ils l'organisent, finalement. C'est eux qui nous permettent de vivre dans une situation pathologique sans la ressentir comme telle, dans le milieu dans lequel elle est aménagée. Et donc, ces objets contiennent en eux-mêmes la forclusion de cette situation à l'extérieur du foyer, à l'extérieur du voisinage, et finalement contribuent à l'incorporer à notre propre identité. Et pour citer Frank Fischbach maintenant, le propre de l'aliénation est l'un de ces ressorts pratiques fondamentaux qui la rend si efficace, c'est justement de se présenter comme libération. Libération de quoi, finalement, dans notre propos? De cette situation pathologique. En s'y incluant, on en est libéré parce qu'on y vit bien. Parce qu'on la vit en la tolérant. Ou du moins, les objets qui nous permettent d'y vivre nous la font tolérer et nous la rendent désirable en même temps qu'ils nous empêchent de vivre ailleurs. Bref. Donc enfin, pour ce qui est des objets technologiques, dans lesquels je regroupe autant ce qui embarque de la haute technologie que ce qui est produit par elle, par exemple les médicaments, parce que l'industrie pharmaceutique est quand même quelque chose d'assez important à l'heure actuelle, il semble se multiplier exponentiellement pour répondre à un nombre infini de problèmes possibles qui ne sont même pas forcément tous posés, tout en harmonisant leur interface, leur utilisation et leur forme, en améliorant leur efficience. Et donc finalement l'effectuation de leur fonction prend de plus en plus souvent, de moins en moins de temps, et est de plus en plus rigide dans son automatisation finalement. Elle condense, et c'est là un peu le problème, elle condense et elle escamote un travail sans plus aucun équivalent humain. On ne peut pas forcément se relier au travail d'une cafetière par exemple, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, on sait juste qu'elle fait du café, et tous les processus qu'elle met en place pour le faire, que ce soit au niveau de la mouture du grain, que ce soit au niveau c'est pas des processus qui sont aussi facilement qu'on peut facilement inclure dans D'accord. Faut que j'accélère, c'est ça? Non, désolé, j'ai dit... Enfin, en tous les cas, donc, ce qui se passe avec ces objets techniques, c'est que de plus en plus, l'activité fonctionnelle du corps humain se réduit à celle de ses extrémités, à savoir ses mains et ses doigts, et que donc cette activité se digitalise d'une façon littérale. Je cite Baudrillard, donc les formes de l'objet deviennent plus autonomes, elles s'écartent toujours davantage d'une morphologie de l'effort, et le corps humain ne délègue plus que le signe de sa présence aux objets dont le fonctionnement est par ailleurs autonome. Alors certes, on pourrait dire la déliaison de l'homme et de son travail est aussi ce qui permet la libération exponentielle du travail par des puissances mécaniques.
mais délier de plus en plus largement l'homme de son milieu, ou plutôt médiatiser l'influence de l'homme sur son milieu au travers d'objets incomparablement performants, et qui bloquent en réalité l'accès pratique au milieu, tout en se présentant illusoirement comme des prises immédiates sur lui, cela laisse songeur quant à l'image du corps qui est véhiculé. Et finalement, il a l'air d'une volonté puissante et désincarnée, une volonté un peu souveraine sur son milieu. En un mot, le corps est oublié ou mystifié. Et si donc l'ergonomie est par essence la science des médiations qui s'occulte en tant que telle, donc qui donne un sentiment d'immédiateté, qui se donne pour des évidences pratiques, elle est aussi par là la science des confiscations des usages du corps, puisqu'il semble bien que l'urbanisme, les aménagements et les objets auxquels elle préside obtiennent un pouvoir normalisateur ou orthopédique, au sens d'orthopédie sociale par exemple. Bon, j'avais une blague, mais c'était pas la peine de la faire par rapport à... Ah d'accord. Parce que bien entendu, cet urbanisme, ces aménagements et ces objets nous font les pieds, donc orthopédiques. Voilà, donc maintenant... Parce que j'ai pas d'humour en fait. Donc... et ces objets, etc. Donc du fait que leur forme et leur fonction sont en lien de signification univoque, et prescrivent par là l'utilisation la plus performante. Quelque part, ils sont eux-mêmes leurs propres normes d'utilisation. Et s'il existe malgré tout des usages du corps qui ne sont pas encore guidés par ce genre de dispositif, à cause de l'intense mobilisation expressive qu'ils exigent de lui, donc du corps, comme la danse par exemple, ils peuvent être redoublés par le fantasme d'une opérativité économique. Bon, on a vu, ou du moins on a essayé de montrer, comment le potentiel anomal présidait à l'appropriation corporelle et pratique d'un milieu nouveau, et comment il était capté et mis à profit par une gestion directe ou indirecte à la fois de ce potentiel et du milieu. Pour résumer brièvement, nous avons vu que les individus étaient séparés des puissances créatrices parce que celles-ci étaient rendues inutiles, les solutions étant en fait posées avant même les problèmes, et elles n'avaient qu'à être adoptées. L'extinction de ces puissances au sein du foyer, par reddition volontaire de la norme vitale de l'individu à ses exigences, devient aussi cause d'une inadaptation croissante à l'extérieur, dont les exigences d'improvisation croissent proportionnellement finalement. Il ne s'agit pas simplement d'une différence de degré. L'intérieur et l'extérieur du foyer posent en réalité deux modes d'être au monde distincts, où la hiérarchie entre volonté et être, entre puissance et matière, se trouve inversée. Dans le foyer, le corps ne se teste plus dans ses relations au milieu, mais dans ses relations à ses objets, qui canalisent et spécialisent ses pratiques, lui octroient une individuation et une identité de série incorporant la forclusion de l'extérieur, ce qui peut s'appeler par exemple un sujet, dans le sens où il est délié de son côté objectif, dans le sens où il n'a plus de part objective, puisqu'il n'a plus de lien au monde, mais que finalement des objets s'interposent entre lui et son travail, par exemple, son lien à son milieu. La personnalité échue perd en dynamisme pour gagner en monumental, donc pour s'incorporer au système d'objets et se rigidifier. Sa corporalité est alors extrêmement ténue, mais prise en charge le plus possible, et son hétéronomie constitutive se mue en simulacre d'autonomie, et sa puissance apparaît sans dépense corrélative. Finalement, le simple fait d'appuyer sur un bouton va déclencher des opérations qui n'apparaissent pas, qui n'apparaissent pas dans leurs dépenses propres, dans leurs dépenses d'énergie. Et le corps est alors transformé en force de travail virtuelle, toujours déjà dépossédée de son produit. Ce milieu est contrôlé, maintenu dans une perpétuelle opérativité. Événementiellement faible, toute interférence de la communication est littéralement vécue comme un obstacle, au sens de Canguilhem. Et pour illustrer ça, on a juste à penser à la venue de l'étranger dans le film Théorème de Pasolini, qui va complètement désorganiser un foyer, en fait. La norme vitale du foyer n'exige en somme qu'une activité assez faible et qu'un investissement mondain peu intense pour un débat simplifié par l'ergonomie. Forteresse ou crypte, la réduction de l'Umwelt au foyer annonce toutefois une tendance des dispositifs à se constituer un champ d'efficience en dehors duquel il ne postule point de salut. Et l'extérieur, celui qui attend au-delà du voisinage, du familier et du contrôlable, celui qui sollicite une réelle capacité d'adaptation et de création des médiations originales, hors de toute ergonomie sociale, qui anomalise finalement le corps qui s'y confronte, et dont tout le potentiel limitatif se manifeste, est non seulement disqualifié, mais aussi et surtout vu comme une menace à la pérennité du foyer. Citer Fishbar est encore ici à propos.
Il parle d'aliénation comme quoi il n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire. L'aliénation est d'autant plus efficace et redoutable qu'elle fait passer son résultat et son effectuation pour ce qu'il faut à tout prix s'efforcer de conserver. Finalement, l'aliénation se rend désirable par le fait même, par son efficience même. Bon, j'en arrive à la troisième partie qui va peut-être finalement, annoncer un soulagement, parce que c'est bientôt la fin. On pourrait alors croire finalement l'anomalie vaincue ou domptée, mais il semble finalement qu'il n'en est rien, et je crois qu'on peut entendre un de profundis anomale. Pourquoi pas? Et ce, au sein même des milieux les plus rétrécis. Premièrement parce que la vie elle-même, nous l'avons dit, est en lien consubstantiel avec l'anomalie, mais plus précisément, un corps même mystifié reste un corps. Deux modalités d'habitation, deux êtres au monde, attestent encore d'un lien, même distendu, à la part objective de soi-même. Et ce que tente malgré tout d'affirmer un vivant dans un tel milieu, c'est la coextensivité de sa subjectivité et de son objectivité, dans une volonté incarnée qu'il serait psychologiquement impossible d'éluder. D'après Baudrillard, un gestuel minimal est d'une certaine façon nécessaire au bon fonctionnement du système. Sans lui, toute cette abstraction de puissance perdrait son sens. Il faut qu'une participation au moins formelle de l'homme l'assure de sa puissance. Donc le système des objets, des dispositifs, ont besoin d'un input qui ne peut et ne doit pas venir d'eux-mêmes. Il ne faut pas non plus oublier que l'individu n'est pas premièrement une substance, mais un processus qui ne peut pas s'actualiser sans en même temps exprimer son lien au monde, à l'espace, et ce, dans la moindre action qu'il entreprend. S'il utilise faute de mieux les choses mises à disposition par le système marchand, malgré les inversions idéologiques soulignées plus haut, c'est malgré tout pour se former un milieu propre qui reflète aussi une écologie mentale. L'aménagement personnel de l'espace semble devoir de plus en plus faire avec des objets ou des systèmes monolithiques, donc d'un seul tenant, qui permettent de moins en moins la variation, mais il ne semble pas y avoir de limite à l'entassement ou à la collection de choses, à la collection d'espaces psychiques selon les gestions de l'occupation, de l'espace physique, à la relation originale au lieu. En somme, ce qui survit et qui doit survivre pour la production et la reproduction même du système de consommation, c'est, je pense, encore une fois, cette activité vitale d'information et d'assimilation de matière, c'est-à-dire finalement rien moins que le statut ontologique de l'anomalie. La logique même de la réduction de celle-ci s'appuie sur la sollicitation et le maintien contrôlé de son existence, sur la reconnaissance de l'être humain comme nexus intégratif, singularisé tant par ce avec quoi il entre en relation, que le fond qui permet cette relation. Autrement dit, le corps comme structure sensorimotrice d'appréhension, d'exploration et d'élaboration praxique du monde. La subversion est alors dans ce cas l'art et la discipline d'un soi irrémédiablement déjà inclus dans le monde. Elle vise à rendre l'un ou l'autre étranger, outworldish pour reprendre ce que disait Deleuze à propos de... Je ne me rappelle plus son nom, de l'auteur de Moby Dick par exemple. Merci. Ou donc de rendre le soi ou le milieu donc étranger, outworldish, unheimlich, et cela fait toujours émerger d'une manière ou d'une autre de l'anomale, de l'être au monde en gestation du possible. Et l'engagement est aussi une autre forme d'ouvrir le foyer, de le désinsérer de sa posture insulaire, de le traverser de nouveaux jeux de relations qui viennent les reconfigurer, lui et l'être au monde qui l'implique, par leur appropriation dans une finalité propre. J'ai fini.